Monsieur Philippe Marion, qui, comme je le disais tout à l'heure, est docteur en sciences de la communication et maître en philosophie à l'Université catholique de Louvain. Alors, Monsieur Marion, vous préconisez l'idée du court-circuit pour comprendre la force de la caricature. Est-ce que vous pourriez nous livrer quelques clés pour décoder ce concept de court-circuit ? Tout à fait, vous avez bien lu le titre de ma communication. Alors, je préfère parler debout, c'est vieux réflexe d'enseignant. D'abord, merci à Frédéric pour cette communication. Louis se situait dans une perspective plus sociologique. Il a un peu écarté la dimension sémiologique. Moi, je suis plutôt dans ces eaux-là, mais je suis persuadé qu'il faut associer les deux. Donc, je serai plutôt dans une perspective, disons, socio-sémiotique, c'est-à-dire non seulement le discours de la caricature, mais le discours sur la caricature, les deux étant solidaires. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, dans le temps qui m'est donné, je vais simplement essayer de vous montrer comment fonctionne la caricature, c'est-à-dire comment elle fonctionne, mais aussi comment elle fictionne, c'est-à-dire comment elle crée son propre imaginaire. Donc là, je vais travailler sur un certain nombre d'images et je voudrais souligner quelques singularités. Parce que bien sûr, il faut savoir comment l'effet que produit la caricature dans telle ou telle société, quelle est la pertinence de l'impertinence, comme disait Frédéric, mais il faut aussi, je crois, découvrir et mettre le doigt sur ces singularités expressives. Parce que je crois qu'il y a des singularités expressives qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, parce que la caricature n'est pas un moyen d'expression anodin. Il est chargé en termes de type d'expressivité. Alors, pour illustrer justement cette idée de court-circuit, je commencerai avec un cartoon. Il faudrait faire la différence, je n'ai pas le temps de le faire ici, entre cartoon et caricature. Disons que ce sont des images graphiques qui ont une volonté de toucher par une forme d'impertinence réfléchie. Alors, j'ai pris un caricaturiste canadien qui s'appelle Greg Larson et je vais essayer de vous montrer ce qu'est l'idée du court-circuit avec cette image. Vous voyez ? Une seule image. Et si vous devez raconter cette image-là, c'est extrêmement complexe. Parce que c'est l'idée de quelqu'un qui est un chasseur, qui a donc son viseur, qui voit un ours. Et puis, dans son viseur, il voit un ours qui dit « choisissez plutôt mon copain ». Donc l'ours sait aussi qu'il est visé, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Tout ça est condensé dans une seule image. Et là, je crois qu'on touche du doigt la force persuasive, la force rhétorique de ce court-circuit propre à la caricature. Et notez que j'ai aussi une partie de mes compétences qui se situent du côté de la narration, donc la manière dont les médias racontent. Ici, c'est extrêmement narratif en une seule image. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un ours qui se sent visé par un chasseur et qui, etc., etc. Et notez aussi qu'en termes narratifs, et c'est souvent ce que fait la caricature dans sa force expressive, le moment choisi est ce qu'on a appelé depuis quelques siècles, avec les signes notamment, l'instant prégnant ou l'instant fécond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en termes narratifs, l'image qui montre le moment juste avant. Juste avant. Pas le moment de l'accident, pas le moment où l'ours va recevoir la balle, mais le moment qui précède immédiatement. C'est un moment qui est chargé en émotions particulières parce que le spectateur doit investir cette image pour combler les vides. Donc il doit participer. Et donc c'est beaucoup plus chargé en émotions que de montrer l'ours qui s'effondrerait sur la balle. Et la caricature narrative fait très souvent ce genre de condensé. Alors j'ai pris une autre image qui fait partie des images de type caricatural, mais ce n'est pas du dessin. Mais néanmoins, après le 11 septembre, on a vu fleurir ce type d'image. Cynique d'ailleurs. Hey John, there is a plane behind you. Behind you too, Steve. Donc John, il y a un avion derrière toi, mais derrière toi aussi. Donc qui aussi... une manière de convoquer de manière ludique le 11 septembre est cynique, bien sûr, ici le 11 septembre, les tours jumelles, mais en travaillant avec l'instant juste avant, encore une fois. Et donc je crois que ça nous permet déjà de voir ce que cette idée de viseur, la caricature travaille sous une forme d'exercice de viseur. Elle vise. Pour porter son coup, elle doit viser. Et donc on est dans ce système-là, et là Frédéric l'a signalé lui-même, dans un système paradoxal. Louis il parlait de pertinence dans l'impertinence, une forme de paradoxe, mais on pourrait dire qu'il y a à la fois
de l'exagération en même temps qu'il y a de la simplification. Donc caricaturer, c'est simplifier, par exemple les traits de visage d'un homme politique, en saisir quelques-uns, déterminants, et exagérer ces traits-là. Donc il y a un processus de plus, en même temps qu'il y a un processus de moins, si vous voulez. Donc c'est une représentation ou une interprétation, puisque dès qu'on est dans le dessin, on est forcément dans l'interprétation. Le dessin est une image signée, forcément signée au départ. Donc c'est une interprétation, une représentation qui est à la fois augmentée et en même temps diminuée. C'est ce que je crois qui fait sa force aussi, c'est cette dimension paradoxale. Donc c'est une image à charge et à décharge. Et là, je rejoins une dimension qu'a évoquée Frédéric tout à l'heure, c'est que la caricature, elle sert bien sûr à railler, mais si vous me permettez un petit jeu de mots, elle sert aussi à rallier. Elle fait du ralliement. Elle raille autant qu'elle rallie. D'ailleurs, si vous prenez cette citation de Freud, qui a beaucoup travaillé sur le mot d'esprit dans son rapport à l'inconscient, pour lui, mais il disait ceci, c'est un type de décharge que l'on s'autorise devant une mise en cause, que l'on ose soi-même. On n'ose pas la faire soi-même. Et qu'on est fort aise de rencontrer. On est très content de voir quelque chose qu'on n'aurait pas osé soi-même. Si vous voulez. Donc il y a quelque chose de la décharge aussi, dans cette dynamique de l'humour de la caricature. Donc, charge, décharge, railler, rallier, ça veut dire aussi que nous y trouvons une vocation consensuelle, hein, il y a du consensus, mais en même temps, un regard décalé qui peut aller, en tout cas on peut soulever la question, jusqu'à une forme de déresponsabilisation. Et là, je rejoins la question qui était posée tout à l'heure et sur laquelle vous avez réagi, autour du fou du roi, de la personne du fou du roi. On pourrait même... oui, j'avais quelques petits exemples de rallier et rallier. Regardez par exemple ici, avant de vous faire une citation. Oui, j'espère que je les ai, oui. Vous voyez cette image qui a l'air anodine, c'est de Pichat, une scène de Noël, mais quand vous regardez un peu plus près, c'est pas vraiment la représentation qu'on a de la crèche. Hein. Alors, je me permets de vous proposer cette citation à propos du fou du roi. C'est une citation de Marc Angenot, hein, qui a fait un ouvrage intéressant là-dessus, enfin autour de ces questions-là, qui s'appelle Le Cru. Le Cru et le Faisandé. Il dit ceci à propos du fou du roi. Le fou, il lâche au grand jour des boutades risquées, des vérités qui se jouent, des convenances et des prestiges. Donc, le rôle du fou du roi. Il bénéficie d'une tolérance de la part du prince, tant... Et là, on rejoint l'idée jusqu'où peut aller le fou du roi, hein, tant qu'il ne cherche pas à tirer toutes les conséquences de ses sarcasmes. Et il ajoute, il parodie les langues du pouvoir, les mélange, en fait apparaître les stéréotypes et les hypocrisies, mais on ne laisse dire que parce qu'il est irresponsable, donc l'idée d'irresponsabilité, que ces transgressions même confirment les règles en les ironisant. Donc on se moque, mais on confirme en même temps. On est aussi dans l'attitude paradoxale. Donc il rend les règles plus humaines, plus supportables, mais il évite d'affronter les grands énonciateurs sur leur propre terrain. Donc là, il y a comme une limite de ce qui est possible du côté du fou du roi. Comme je crois, il peut avoir une limite de ce qu'on pourrait appeler le caricaturalement correct, comme on dit, politiquement correct. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il a comme mission de se moquer, de railler les puissants, mais en même temps, jusqu'à un certain point, hein, jusqu'à une certaine forme de déresponsabilité. On le laisse faire parce qu'il est dépourvu de responsabilité. Ce qui donne un statut tout à fait intéressant, surtout quand on le compare à la caricature. Alors, je crois que quand on aborde de front cette idée de court-circuit, on pourrait presque le prendre dans le sens premier, dans le sens électrique, hein, c'est-à-dire qu'on met en relation deux points à potentiel différents. Je crois qu'une des grandes qualités en termes de singularité du moyen d'expression de la caricature, c'est de rapprocher de manière inattendue des choses des choses qu'on n'aurait pas pensé rapprocher. Donc on met en contact deux univers différents de l'actualité, par exemple.
des univers qui sont a priori très différents. On les rapproche et on crée un effet de sens. On crée ce fameux court-circuit. Donc on pourrait parler de superposition, de raccourci de deux représentations dont l'association est inattendue et qui fait une étincelle de sens, pourrait-on dire. On pourrait voir ça, si on réfléchit un peu plus philosophiquement, sur l'importance de, si vous prenez Paul Ricoeur, pour ceux qui connaissent, il a beaucoup insisté sur l'idée de métaphore vive. Là, je crois que dans la caricature, dans son originalité à rapprocher deux pôles qu'on ne s'attendait pas à voir rapprocher, il y a quelque chose justement de cette vivacité de la métaphore. Alors un petit exemple chez nos amis, j'ai pris des caricatures disons des 15 dernières années dans différents champs culturels, ici chez les néerlandophones. Vous voyez, c'était au moment, le contexte est important bien sûr, au moment où on se demandait qui allait prendre le lead, c'est ce que c'est d'être Elio ou Bart. Évidemment, c'est transformé ici de manière ludique. Ou encore ici, au moment de BHV. Vous voyez, l'idée de rapprocher ce côté irruptif de BHV, de l'affaire BHV, en prenant une métaphore, qui est la métaphore volcanique, et tout à coup, ça fait sens. Ça produit une étincelle de sens. C'est ça la force de la caricature. Ou encore ici, au moment de l'accident ferroviaire de Halle, ben c'est plus onirique. Donc, vous voyez, je crois que comprendre la caricature, son fonctionnement et la manière dont elle fictionne, pourrait-on dire, à partir de l'idée de court-circuit, n'est pas inintéressant. Donc, on pourrait parler d'accident qui résulte de ce court-circuit. On pourrait dire que c'est un choc de rapprochement, si je prends encore un petit jeu de mots, qui à la fois révèle quelque chose d'inattendu, fait prendre conscience au public, des choses qui n'est pas forcément évident. Donc le côté révélation, révèle, mais en même temps réveille. Il y a un côté de soulever un intérêt qui était peut-être endormi, en rapprochant des pôles très distincts. Et donc cette association peut stimuler une interprétation, peut causer du débat, peut faire réagir les gens. Et ça devient intéressant alors en termes politiques, disons. Donc le court-circuit réveille le sujet traité en l'ouvrant à une nouvelle dimension. Donc ça veut dire que c'est une manière de connecter deux univers qui n'étaient pas forcément, qui ne se prêtaient pas forcément à la proximité, et on peut avoir différents types de rapprochements, notamment on peut le voir de manière synchronique, on prend des éléments qui se passent en même temps, on les met ensemble, alors qu'ils sont séparés dans la présentation classique de l'actualité, ou bien on peut faire des relations avec des époques différentes. Regardez par exemple cette caricature de Vado au moment où Clinton et Obama faisaient une prestation ensemble. La position des mains, évidemment, réveille tout un récit qu'on avait oublié. Donc en termes diachroniques, ça crée du sens, ça crée des effets de résonance. Ou bien alors, j'ai pris quelques caricatures de cet épisode qui a un peu marqué l'opinion publique belge au moment où Michel Martin, de sinistre mémoire, a été hébergé dans un monastère. Alors ça donne ceci chez chez Dubus, pardon. Vous voyez, mettre en relation des éléments, ou chez Kroll, on aura peut-être Monsieur Dutroux. Alors, vous voyez la réaction. On ne sait pas dire si elles sont enthousiastes ou effrayées des sœurs, sans doute un peu les deux. Ou encore, un peu plus cynique, Michel Martin accueilli à Malone. Plus grinçant. Mais vous voyez, donc, ce type de présentation crée le fait, Michel Martin, elle était quelque part responsable du fait que les deux petites ont été emprisonnées de cette façon-là dans ce réduit. Donc on fait des connexions, on établit des connexions et ça fait sens et ça réveille des souvenirs. Avec une seule image. Donc ça, c'est l'art du court-circuit. C'est l'art de mettre en perspective en faisant cette étincelle entre deux univers que l'opinion publique n'aurait pas forcément rapproché spontanément. Alors, plus récemment,
dans Charlie Hebdo, avec le contexte qu'on le connaît, c'est l'affaire Le Pen, avec le fait que le père et la fille, c'est pas tout rose, et que le père a comme l'idée de faire un parti. Et en toile de fond, c'était reproché d'ailleurs à Charlie, l'épisode de Ayhan, hein, le petit Kurde qu'on a retrouvé mort sur la plage, sur une plage turque, qui a tellement hanté les imaginaires ces derniers jours. Vous voyez encore l'art de créer des effets de proximité qui font réagir, qui obligent à réagir. Ici, les réactions ont plutôt été virulentes dans le sens qu'ils ont été trop loin. Hein, mais ça, bon, c'est des choses qui se discutent. Mais donc, nous avons là ce fameux principe du court-circuit. Alors, si on pourrait faire une analyse plus rhétorique, hein, on pourrait parler d'une métonymie, hein, c'est-à-dire une partie pour le tout qui est condensée, qui est accélérée, qui est exagérée. Et alors, on peut aller jusqu'à, si on prend cette logique de prendre une petite partie de manière très réduite, mais qui a un sens, qui saute à la vue, ça permet d'anticiper, parfois jusqu'à l'absurde, justement, les effets d'une cause. Dans un principe métonymique, on voit une cause et puis on imagine les effets. Le caricaturiste va mettre les effets de la cause. Par exemple, ici, si on prend l'idée de la formation des partis politiques, c'est chez Clou. Vous voyez, on porte un élément jusqu'à l'absurde. Ou encore au moment où le contexte, c'était Monseigneur Van Geul qui était tout à fait tracassé d'ailleurs, et qui essaie de passer inaperçu quelque part, et voilà que c'est mis en relation avec la burqa. Donc deux univers assez éloignés, mais qu'on rapproche, qui font sens et qui font évidemment sourire. Donc on crée de l'humour, mais aussi on révèle. On révèle quelque chose. Moi encore ici, pour un thème plus écologique, j'ai marché sur un glacier, comme si on marchait sur une crotte de chien. Vous voyez, donc ça veut dire un effet d'exagération qui prête à la réflexion. Alors, on peut aussi, avec cette idée du court-circuit, on peut pousser sur les effets d'une cause, je l'ai dit, mais on peut aussi suggérer les effets d'une cause qu'on va réduire jusqu'à l'absurde. Par exemple, avec l'image que nous avons tous, autant au nord qu'au sud du pays, d'ailleurs, de la SNCB, voici « The problem and beginning ». Avec une seule petite feuille de rien du tout. Donc là, on est dans le jeu cause-effet, mais en réduisant la cause de manière exagérée. Alors on peut aussi travailler sur, ça c'est un grand classique de la caricature et de l'humour, bien sûr, travailler sur le double sens et le fait qu'on peut interchanger des univers. Mais en les interchangeant, on provoque un effet de signification. Par exemple, ce dessin de Cécile Bertrand à propos de l'anniversaire de Sabra et Shatila, vous voyez ces bougies inversées qui forment en même temps, c'est un double sens iconique, mais qui forment en même temps les créneaux d'une prison. Et donc ça fonctionne, l'image crée du double sens et invite à la réflexion. Ou encore ici, avec au moment du premier tour entre Sarkozy et Hollande, vous voyez, avec la possibilité de l'image inversée. Donc ce genre de double sens fait sourire, mais aussi ouvre la porte à une prise de conscience et à une réflexion. Alors, puisqu'on est dans le monde graphique, je vous disais tout à l'heure que le dessin est par nature marqué du sceau de l'imaginaire, puisqu'il est toujours déjà de l'interprétation. D'ailleurs, c'est très significatif, je le constate tous les jours avec mes étudiants, quand vous montrez la presse avec une photo d'Obama, tout le monde dit « Ah, c'est Obama », alors qu'ils n'ont jamais vu en vrai Obama, pour la plupart d'entre eux. Mais donc, confiance photoréaliste, à l'image photoréaliste. Par contre, si Kroll dessine Obama, ils vont dire « Ah, c'est Kroll qui dessine Obama ». Donc, avec le dessin, il y a l'interprétation qui monte au premier niveau de la lecture. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres types d'images. Et ça fait partie aussi du sens de la caricature. Alors, on pourrait dire qu'on pourrait même évoquer une forme de court-circuit relationnel
qui va du geste graphique du dessinateur jusqu'à la complicité du spectateur. Et c'était le cas notamment, regardez, avec ce type d'image autour de la figuration du prophète, hein, où on fait semblant de travailler le non figuratif préconisé dans la culture arabe, mais en même temps c'est figuratif, parce qu'on voit comme des yeux, une tête, un nez, une bouche, etc. Donc on est dans le double sens de l'image. Ou encore ici, là je prends la une de la Libre Belgique, au moment de l'affaire des fameuses caricatures danoises dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve cette une assez habile. Hein. Peut-on représenter Mahomet avec un dessin à combler, si on veut, pour avoir la figuration? C'est l'affirmer sans l'affirmer, si vous voulez. Donc on est dans ce jeu paradoxal de l'expression. Ou alors ici, là c'est un peu plus vulgaire, vous avez un effet de séquence. Leçon de dessin, vous dessinez un pneu, une bite, un balai de chiottes. Vous savez dessiner un taliban. Bon, je ne le montrerai pas partout, mais quand même c'est intéressant. Hein, c'est intéressant parce que ça joue avec cette idée de complicité, du regard complice du spectateur, hein, qui est pris à partie. Et ça, c'est un autre principe du court-circuit qui est beaucoup plus relationnel, si vous voulez, qui joue sur le... on sait que vous savez que c'est une caricature, nous allons jouer ensemble. Donc un effet de complicité. Alors, toujours dans le développement qu'on peut faire autour de cette idée de court-circuit, on peut y voir, j'ai déjà un peu esquissé tout à l'heure, mais au moins deux effets extrêmes. Soit vous condensez les choses, hein, en rapprochant, vous condensez à l'extrême, ou bien au contraire, vous faites de la dilution sous forme de strips ou d'images qui se suivent. Du côté de l'extrême condensation, c'est l'image toute seule qui peut créer le court-circuit. L'image, d'ailleurs, qui peut être une image ludique, hein, une image de type sportif, par exemple au moment de la gloire de Justine Hénin. Voilà une comparaison entre Sandrine et Justine. Ou au moment où Bart de Wever était gros et qu'il embêtait pas mal Elio Di Rupo pendant les vacances. Voilà, cette image condensée du rapport conflictuel entre Bart et Elio. Alors, ici, un autre contexte, mais je trouve cette image assez remarquable pour cet effet de condensation. C'est au moment où on a beaucoup parlé, on en parle toujours un peu d'ailleurs, des problèmes de pédophilie dans l'Église catholique. Et regardez ce dessin d'un caricaturiste suisse qui ne dit rien, mais dit tout, en fait. Parce qu'on est obligé d'imaginer toute la scène. On est obligé d'imaginer. Et dès le moment où une image comme ça est tellement condensée qu'elle oblige à faire, si vous voulez la suivre, un développement narratif, vous avez un effet de participation et un effet donc de jeu émotionnel qui est tout à fait important en termes de communication. Et c'est souvent comme ça que travaille de manière condensée, hein, en suscitant... en travaillant sur l'ellipse, donc en suscitant un remplissage par le lecteur complice, que fonctionne bien une caricature. Idem ici, il faut regarder les pieds, parce que sinon on ne comprend pas, mais c'est la même idée, quoi. Alors, donc ce régime de condensation, on peut l'avoir de manière métonymique, métaphorique, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est souvent la grande technique des caricaturistes, et on l'a bien vu au moment de l'affaire de Charlie Hebdo, c'est qu'ils se concentrent sur une figure symbolique, concentrée. Pour l'affaire de Charlie Hebdo, tout le monde, dans le monde entier, il y a vraiment un consensus graphique où on a utilisé l'outil par excellence du caricaturiste, c'est à savoir la représentation du crayon. Et donc on a eu vraiment dans le monde entier ici par exemple, en plus mise en contact de deux univers, celui des Twin Towers 11 septembre et des crayons de Charlie, ou encore ici. Tu l'as vu mon humour, ou bien il y en a des milliers, des milliers dans le genre. Ici plus vache si je puis dire,
hein. On peut se poser les questions, hein, sur le côté caricaturalement correct. Mais donc c'est curieux de voir que, surtout quand on analyse de manière transversale les grands corpus de caricatures, tout en songeant aussi à les mettre au diapason de la manière dont elles sont reçues, mais on voit qu'il y a comme ça des grandes manières qui se propagent très vite de représenter par condensation. Et cette idée de crayon est vraiment un grand standard. Idem au moment de la crise des subprimes, au moment de la grande crise de la finance mondiale, tout le monde a utilisé ce symbole condensé qui est le graphique descendant, qu'on a transformé de manière métaphorique. Il y a des milliers d'exemples dans toutes les parties, dans toute la presse du monde. Vous voyez, ça c'est un dessinateur serbe, ici aussi, hein, avec les flèches descendantes qui deviennent de la foudre ou des feux de détresse. Vous voyez, donc c'est à la fois une condensation symbolique sur un motif, mais en même temps qu'on fait jouer de manière métaphorique. Ça représente autre chose, par proximité. Ici, et puis ici, ou encore ici. Donc, régime de la condensation. Alors, on peut voir dans cette condensation des condensations extrêmes, je vous le disais, mais qui vont vraiment à l'extrême quasiment de l'aphasie, du silence ou de l'ellipse totale. Cécile Bertrand, caricaturiste de chez nous, a souvent utilisé ceci. Par exemple, vous voyez, l'ONU, ces grands dossiers, avec la Palestine réduite à rien. Donc c'est l'espace lui-même qui nous dit tout de ce qu'elle veut nous faire ressentir. Idem, grande distribution. Ou bien alors carrément le vide. Donc savourer ce cartoon culturellement, éthiquement, religieusement et politiquement correct et responsable. Il n'y a rien dedans. Donc, à force de se censurer, on finit par faire la casse blanche. Condensation ultime. Alors, on peut avoir aussi la condensation qui joue sur les deux matières d'expression, donc le verbal et l'image. Ici, dans le contexte de la périphérie, ze hebben Frans gepraat. Donc, qui oublie, évidemment, ça c'est très belgo-belge, hein, mais il faut encore créer le récit. Ou bien toujours dans le cadre de la pédophilie. Barre-toi petit vite. Ou encore de jeu verbal. Sarkozy, après le bling-bling, le bling-bling-bling-bling. Vous voyez, là, c'est vraiment une belle interaction entre justement le son et l'iconique, disons. Alors, ça va, j'ai encore un peu de temps. Okay. Donc, je pouvais aussi vous parler de la dilution. Bon, c'est en général une image unique, mais de plus en plus de caricaturistes font dans le strip, c'est-à-dire font plusieurs images. Hein, ce qui permet de développer un peu plus narrativement, de construire... de déconstruire cette condensation dont j'ai parlé. Et là, on pourrait faire le lien avec toute l'imagerie du 19e siècle, hein, qui était vraiment très intéressante pour ces images en séquence. Je ne fais que passer en vitesse de quelques images de la presse américaine, notamment, des cartoonistes américains, en sachant qu'il y a vraiment un travail historique qui serait intéressant à faire sur la généalogie des images de type caricatural, hein, à travers la presse notamment. C'est tout à fait un travail qui commence à être bien fait, mais qu'il faut encore vraiment nourrir, notamment en comparant la presse américaine et la presse européenne. Vous voyez cet effet stroboscopique en 1901, hein, vous voyez, pour créer l'effet de dynamique. Donc, tous des éléments qui sont utilisés dans le... Alors... donc on peut travailler justement cet effet de tempo visuel en travaillant sur un effet de séquence. Vous voyez par exemple ici, vous voyez, avec des dessins minimalistes, hein, pour arriver à
Je m'aperçois que j'ai pris des exemples qui ne sont pas forcément toujours... J'espère que vous n'allez pas me juger à travers mes exemples. Mais je vois que vous riez bien, ça me rassure. Alors, regardez ici. Van Rompuy se fâche. Donc, vous voyez, avec vraiment des éléments minimalistes, mais qui sautent aux yeux. Hein. Donc, c'est à la fois expression minimale, mais extrêmement expressive. On est toujours dans le paradoxe. Ou encore ici, pour retrouver le visage du prophète, mais c'est un jeu qu'on devine quand même. Alors, j'aurais pu aussi faire le lien, mais je n'aurais pas le temps de le faire, avec le gag, parce que le gag visuel, c'est tout à fait intéressant, parce qu'il a une dynamique d'affirmation. C'est quoi faire un gag? C'est affirmer un cadre que les gens reconnaissent. On croit qu'on est parti dans telle histoire. Et puis, ça ne va pas du tout dans le sens qu'on croyait. On est obligé de sortir, de se désidentifier. Et on est obligé de se recadrer. Réidentification. Et c'est à ce moment-là qu'on rit. Si on ne rit pas, c'est qu'on n'a pas fait c'est qu'on a loupé la 3e étape. On est hors jeu. Mais pour rire, il faut se remettre dans le truc. Hein, ça, c'est le principe du gag. D'ailleurs, Arthur Koestler disait 2 matrices indépendantes de perception et de raisonnement interfèrent. Le résultat est une collision aboutissant au rire. On est toujours dans cette idée de court-circuit. Hein. Alors, quelques exemples pour terminer là-dessus. Je vais pas regarder ici toujours sur la pédophilie, avec les gueules des évêques, Neil Armstrong, Lance Armstrong, ou bien chercher les 7 différences. Ou encore ici, je terminerai par ça. Je voudrais un demi-poulet rôti, excellent choix, madame, et pour le légume, il prendra la même chose. Donc, vous voyez, là, on est obligé, parce que le légume, on imagine tout à fait autre chose, on est obligé de faire ce switch, se recadrer, hein, pour arriver sur le double sens, quoi. Et donc ça, c'est aussi un ressort humoristique de la caricature. Voilà, j'étais un peu vite, mais je vous remercie. Bien, merci à vous, merci. Philippe Marion. Merci pour ces enseignements qui touchent à la dimension méthodologique et sémiotique de l'image et de l'image caricaturale et satirique. Alors, je me tourne vers vous, public. Avez-vous des questions par rapport à l'exposé de M. Marion ? Pas de questions ? Des réactions, hein. Avez-vous été choqué par une image, par exemple ? Ah. Non, mais je voudrais dire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Internet qui défilait une série de photos de Barack Obama dans différents états émotionnels, joyeux, tristes et ainsi de suite. Et il y avait à côté celle de Poutine où c'était toujours le même visage. Et donc ça m'a rappelé une des séquences que vous avez passées. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait intéressant. Il y en a plusieurs dans le genre. Geluc l'a fait aussi, hein, avec 15 images du chat, et puis on disait le chat joyeux, triste, colérique, etc. Toujours le même tête. Oui, ça c'est un des effets qu'on peut avoir, notamment par l'accumulation du même, où on dit c'est différent. Hein, ça fait partie de cette dynamique du paradoxe de la caricature. Alors peut-être d'autres réactions ? C'est bien pour terminer, alors vous avez des images. Oui, alors madame ? Ce qui est, enfin, les caricatures qui sont absentes un peu dans celles que vous avez choisies, c'était des caricatures qui d'office choquent, où on a envie de rire, mais pas franchement rire, dire « Oh, c'est scandaleux ». Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à expliquer, quand les gens quand le grand public s'imagine que parce qu'on rit de quelque chose, on se moque. Je vais prendre l'exemple. Charlie Hebdo s'est fait rattraper de voler à cause d'une caricature qu'il a faite, notamment autour du petit Island.
C'est pas celle-là, c'était une On le voit sur la plage. où on la voit sur la plage et on dit si près du but, et on voit Ronald McDonald, et c'est une caricature terriblement violente, mais dans les réactions, ça peut donner, c'est honteux, il se moque d'eux. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile à expliquer quand on ne comprend pas le sens de la caricature du premier coup. C'est difficile quand on est dans une logique d'éducation ou de pédagogie, en fait, d'expliquer la pédagogie de la caricature. Et je dois dire que c'est un de mes gros problèmes. J'ai vraiment du mal à expliquer pourquoi ça fait rire et pourquoi non, ce n'est pas se moquer. C'est le problème de la perlocution. Au fond, on commence à savoir quels seront les effets perlocutoires d'une caricature. C'est le sujet qu'on abordait tout à l'heure. Alors, quand j'ai interviewé longuement des caricaturistes sur cette question-là, et eux, de manière assez commune, ils disent notre règle, notre principe, autant Kroll que les autres, ils disent à peu près la même chose, le principe, c'est que ça doit être compensé par le rire. Donc, quand on fait du choc, quand on est au-delà un peu de ce qui est admissible, on veut choquer les gens, ça doit être compensé par du rire ou par le sourire. Donc il y a un principe, il y aurait comme un principe de compensation. Mais alors il ne faut pas oublier aussi que la caricature, oui bien sûr, mais c'est pour ça c'est important de voir comment c'est repris. Mais un des principes de la caricature aussi, c'est qu'elle est fugace, éphémère. C'est comme un coup de gueule, c'est comme un cri graphique. Donc ça veut dire que c'est éphémère, la date de péremption est très rapide, et donc il y a un effet d'esquicité qui fait qu'on peut accepter quelqu'un qui crie, un peu comme dans l'exemple que tu donnais tout au début. Mais je trouve que ce que tu évoquais sur la fin répond aussi à la question de madame, c'est le recadrage, enfin décadrage, recadrage. Et je pense que tout est permis et tout fait rire, à l'inverse de ce que tu rapportes de Kroll. Ça fera rire quelqu'un, et si ça fait rire le caricaturiste, c'est qu'il y a ce recadrage, décadrage. Après, c'est malheureux que les autres ne comprennent pas, mais ça peut pas marcher à tous les coups, si j'ose dire. Et c'est là, pour moi, sociologue, autant il y a un intérêt énorme dans l'analyse sémiologique que tu as proposée ici, autant on reste évidemment sur notre faim, en quelque sorte, parce que ça nous a fait rire ici, ça te faisait rire en le présentant, enfin en le construisant, et j'imagine que tu les as choisis de cette manière-là. Ça me faisait rire aussi. On est certain qu'il y a des gens qui ne sont pas capables ou du décadrage ou du recadrage. Et quand je dis pas capable, c'est pas une insulte, c'est pas des gens qui sont moins valides ou qui ont des tares. Ils sont simplement autrement, dans une autre dimension par rapport à ces éléments-là. Oui, c'est sûr, tout à fait. Et alors pédagogiquement, ça devient difficile, évidemment. Mais le problème, alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que la caricature étant un cri, donc une expression rapide, si vous avez un discours qui l'accompagne pour justifier pourquoi on a fait ça, comme a fait Charlie Hebdo, ça devient extrêmement lourd. Quoique, il y a aussi tout un jeu sur les réseaux sociaux. Maintenant, de plus en plus de dessins ou d'images sont commentés dans un sens ou dans l'autre, en disant manipulation, complot, tout y passe. Mais donc il y a aussi, les images sont de plus en plus accompagnées par des réactions sur les médias sociaux. Ça c'est vrai aussi. Mais je crois qu'a priori, il faudrait qu'il y ait davantage dans les cours oui, bien sûr. L'accompagnement à la caricature, à l'ironie. Oui, tout à fait. Jamais de mode d'emploi, effectivement. Ouais. Et c'est très, nous on le travaille notamment de manière, on peut le voir de manière sociologique, mais aussi interculturelle par exemple. C'est tout à fait intéressant de voir les éléments en fonction des cultures de ce qui fait rire. Je vous rappelle que chez les Japonais, Adamo est un chanteur comique, ce qui n'est pas forcément. Bien, alors monsieur, vous souhaitez réagir ? Mais on a parlé de pédagogie, et je pense que pour comprendre cela, il faut une série de compétences, mais qui sont cohérentes avec la démocratie. Il faut avoir une culture. Je pense qu'il faut aussi avoir accès à un certain symbolisme.
alors qu'il y a des personnes qui sont simplement dans la survie et dans le pragmatisme. Donc je pense que c'est intéressant quand vous parlez d'éducation, quelles sont les compétences, je répète, compatibles avec la démocratie à développer, Mais là, qui sont sous-jacentes. Je reprendrai les expressions de Frédéric. Il faut accepter le système de la pertinence de l'impertinence. Si vous êtes dans un système, par exemple, chez certains pays musulmans qui sont plutôt autoritaires, c'est carrément l'impertinence de l'impertinence. Mais pas du tout la pertinence de l'impertinence. L'impertinence est forcément impertinente pour eux. C'était le problème. Et donc, il faut voir à partir de quel moment on accepte culturellement de jouer le jeu de la pertinence de l'impertinence. C'est la question. Et c'est accepter qu'il y ait autre chose qu'un premier degré, en fait. Voilà. Quand on regarde cette image, si on la prend, enfin ces deux images au premier degré, elles n'ont rien de rigolo. Ouais. Mais elles sont même à la rigueur incompréhensibles. Elles ne prennent de sens qu'au second degré. Et ça s'apprend, le second degré. Ouais. Et il me semble également que dans les régions, dans les États théocratiques, les normes sont fixées de manière telle que la critique n'est pas permise et l'humour malvenu. Tandis qu'effectivement, dans les régions démocratiques, là, à ce moment-là, l'impertinence est plus acceptable dans la mesure où la remise en question des normes est le principe même du fonctionnement démocratique. Je serais probablement moins radical parce que je pense qu'y compris dans les théocraties, ils sont aptes au second degré dans des règles qui ne sont pas les nôtres. Mais je veux dire, le pouvoir ne l'est pas. Même le pouvoir peut l'accepter. Enfin, l'Iran n'est pas une dictature absolue. Il y a énormément d'humour qui s'y déroule. Alors l'Iran, c'est pas le wahhabisme d'Arabie Saoudite, on est bien d'accord. Il y en a peut-être pour qui le second degré est vraiment difficile à atteindre. Il faudrait savoir de quoi rit Daesh, par exemple. C'est très intéressant de savoir. Oui, mais... Bien, alors peut-être d'autres questions, des réactions, des remarques ? Bien, alors voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette journée de réflexion. Je vous remercie en tout cas pour votre participation.